Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir. Nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Cet épisode sera dédié à la question de la traite des êtres humains et notamment celle des mineurs. Qu'est-ce que la traite ? Comment la définir aujourd'hui ? Comment identifier les victimes ? Comment mieux les protéger et les défendre face à leurs bourreaux ? Pour y répondre, la parole sera donnée à Madame Anouk Langrand-Escure, référente technique sur la traite des mineurs à des fins d'exploitation sexuelle chez ECPAT France, dont le mandat est de lutter en France métropolitaine et Outre-mer, ainsi qu'au niveau international, contre la traite et l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes. Nous accueillerons également la parole de Maître Noémie Sadicotier, avocate pénaliste et secrétaire générale de l'Alliance. Bonne écoute! Bonjour Anouk, pourrais-tu nous présenter ECPAT France ? ECPAT France, c'est une association qui a été créée en 1997, qui est membre d'un réseau qui s'appelle ECPAT International, qui comprend 122 membres et qui est présent dans 104 pays. Le mandat des groupes ECPAT, c'est de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle des mineurs. On a des bureaux locaux qui nous permettent de faire de l'accompagnement de victimes directes. Par ailleurs, on mène beaucoup d'actions de formation, de sensibilisation également de la société civile. Nous menons également beaucoup de recherches sur les thématiques de la traite. Donc, on a par exemple mené une recherche sur les mineurs non accompagnés victimes de traite en France, qui s'appelle REACT. On a également mené une recherche sur la traite nigériane, donc qui en 2019, en collaboration avec d'autres institutions et d'autres partenaires. On mène également des actions d'autoprotection vis-à-vis des mineurs, c'est-à-dire qu'on cherche à leur donner des outils pour qu'ils puissent être protégés et se protéger un maximum des risques de traite. Donc on travaille à la fois sur la traite, mais également sur l'aspect en ligne et sur la traite en lien avec le tourisme et les voyages. Peux-tu nous dire comment la traite est définie par les textes aujourd'hui ? Aujourd'hui, la traite, elle est définie dans le Code pénal français et elle est définie également par des textes internationaux. Donc, elle se définit comme le regroupement de 3 éléments constitutifs de l'infraction. Donc, il y a un premier élément qui sera l'acte préparatoire, qui pourrait être l'acte d'héberger, de recruter, de transporter, de transférer ou d'accueillir une personne. À cet acte préparatoire, on ajoute un but, c'est-à-dire une fin d'exploitation. Donc, c'est un acte préparatoire en vue d'exploiter une personne par le travail forcé, la servitude domestique, l'exploitation sexuelle, la mendicité forcée, par des conditions d'hébergement et de travail indignes, la contrainte à commettre des délits ou bien encore par le prélèvement d'organes. Pour les personnes majeures, il faudra ajouter un élément constitutif en plus qui sera le moyen, qui pourra être la tromperie, la menace, la violence, le mensonge, l'abus d'autorité ou de vulnérabilité, l'octroi ou la promesse d'une rémunération ou d'un avantage. Ce moyen, il n'est nécessaire que pour qualifier la situation de traite pour des majeurs. Pour des mineurs, le moyen n'est pas requis, étant donné que les mineurs rentrent directement sous le coup de l'abus de vulnérabilité lié à l'âge. Alors, pourrais-tu nous dire plus précisément comment cette définition a évolué aux yeux de la loi ? Donc déjà, les premières définitions et références de la traite préalablement à la façon dont on la connaît aujourd'hui dans le droit pénal, elles remontent au début du XXe siècle avec la première convention, par exemple, en 1926 d'abolition de l'esclavage. Par rapport aux formes modernes de traite, les premiers textes qu'on peut noter, ce sera notamment le texte qui a été ratifié par la France en 1960, qui est la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Donc ça, c'est un des premiers textes qui a fait qu'on a considéré que la traite était un crime aujourd'hui encore d'actualité et qu'il fallait adapter la définition aux formes modernes de la traite. Ensuite, en 2003, il y a eu la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et le protocole de Palerme, qui met l'accent donc sur l'exploitation des femmes et des enfants. Suite à cette ratification, la France a introduit dans son droit pénal national la notion de traite à l'article 225-4-1 du Code pénal. Une petite précision ici, il y a aussi des textes européens qui apportent des précisions sur la définition de la traite et les droits pour les victimes qui en découlent, à savoir la directive 2011-36 sur la prévention de la traite des êtres humains et la Convention de Varsovie.
Aurais-tu en tête quelques chiffres représentatifs de l'ampleur de la traite ? Il faut savoir que les enfants donc représentent 1/4 des victimes de traite dans l'Union européenne et 1/3 des victimes dans le monde. Par ailleurs, on peut également regarder les chiffres en termes de répartition des types de traite. Il est important de noter que le but le plus représenté dans l'infraction de traite, c'est l'exploitation sexuelle, qui représente donc 60% des cas de traite dans l'Union européenne. En termes de genre également, on peut donner quelques chiffres éclairants. Donc en France, 73% des victimes de traite ou de proxénétisme sont des femmes et des filles. En termes de géographie, il est également à noter que les victimes de traite peuvent être des victimes françaises ou bien des victimes étrangères. Sachant que dans l'Union européenne, la moitié des victimes ont la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Donc il faut savoir qu'effectivement, les victimes de traite sont principalement exploitées au niveau de la traite interne ou traite domestique, donc en interne de leur pays de nationalité. Ensuite, elles sont principalement exploitées dans les pays plutôt limitrophes, et ce n'est que après qu'on retrouve effectivement des victimes de traite qui sont exploitées dans des régions plus éloignées de leur lieu de résidence habituel. On peut noter que les victimes françaises représentent 30% des victimes représentées dans les procédures pour des infractions en lien avec l'exploitation sexuelle, donc à savoir traite et proxénétisme. Donc 30% aujourd'hui contre 9% en 2016. Concernant les auteurs, on peut également avoir des chiffres éclairants. Donc effectivement, plus de 50% des auteurs de traite dans l'Union européenne ont la nationalité d'un pays de l'UE et 3/4 des auteurs sont des hommes. Enfin, il faut savoir que la traite est un crime extrêmement lucratif. Donc dans l'Union européenne, chaque année, la traite à des fins d'exploitation sexuelle représente 14 milliards d'euros de revenus illicites dans l'UE. Au regard des dossiers sur lesquels tu as travaillé, est-ce qu'on identifie un profil commun aux auteurs de traite ? Les acteurs sont de tout ordre. On va trouver aussi bien des groupes mafieux très organisés que des associations de malfaiteurs organisées vraiment autour d'un business, que des associations plus opportunistes et des individus également, des particuliers seuls. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a un bon nombre d'auteurs qui sont en fait des familles, en tout cas que les familles des victimes sont souvent impliquées dans la traite, enfin peuvent l'être dans certains réseaux plus que dans d'autres, et que les auteurs de manière générale sont connus de la victime. Peux-tu nous expliquer quelle est la distinction qu'on fait notamment dans les textes entre la traite à des fins d'exploitation sexuelle et le proxénétisme ? Alors, en fait, en termes de définition, on n'est pas sur les mêmes définitions, on n'est pas sur les mêmes articles du Code pénal. La définition de la traite, je l'ai donnée préalablement. Celle du proxénétisme, c'est le fait d'aider, d'assister, protéger la prostitution d'autrui, de tirer des profits de la prostitution d'autrui, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostituer. Donc, en fait, la traite élargit la définition du proxénétisme en faisant du proxénétisme un but de la traite et non l'infraction en elle-même. Au-delà de ça, dans la traite, on va inclure d'autres formes qui ne sont pas uniquement des cas d'exploitation sexuelle, ce qui va nous permettre d'avoir une seule et même infraction pour tout ce qui va être situation de polyexploitation, parce qu'il y a également des situations où on va avoir de la servitude domestique et de l'exploitation sexuelle de manière cumulative ou de manière successive. Puisque les activités illégales prennent de nouvelles formes avec les nouvelles technologies, nous nous demandions comment la traite avait évolué avec ces nouvelles technologies. Alors il faut savoir que les outils du numérique et Internet sont des outils vraiment utilisés à tous les stades de l'exploitation, c'est-à-dire à la fois au moment du recrutement. Donc les victimes vont souvent être recrutées par le biais d'Internet ou par le biais des réseaux sociaux, à la fois parfois par le biais d'exploitation directement en ligne. Ça va être le cas dans les situations de live streaming ou dans les situations de camgirl par exemple. Une petite précision ici, car ce sont des termes que l'on va répéter au cours de ce podcast. Tout d'abord, le live streaming est le fait de commander, commanditer et visionner en direct des faits de violence sexuelle sur mineurs à l'aide d'outils numériques comme Skype par exemple. Quant au terme camgirl, il désigne une femme exposant son corps sur Internet par le biais d'une webcam et de manière sexuellement explicite. C'est une pratique qui est également exercée par les hommes, on parlera de camboy, ou encore des mineurs. Le fait qu'on puisse envoyer très facilement un message à la victime ou qu'on puisse contrôler ses réseaux sociaux, ses profils sur les réseaux sociaux, permet d'asseoir l'emprise et d'enfermer un petit peu plus la victime dans cette situation d'exploitation. Alors sur une autre thématique, pourrais-tu nous expliquer comment les associations comme ECPAT repèrent les cas de traite ?
Nous, à ECPAT, on découvre les cas spécifiques de traite par plusieurs voies. Donc, on a une veille média, donc qui nous permet d'être informés des situations de traite lorsqu'il y a notamment des procès, par exemple, en cours, dans lesquels on peut ensuite se constituer partie civile. On est également parfois informé par le biais de partenaires associatifs ou institutionnels avec lesquels on travaille. Je pense notamment à des situations de polyexploitation où du coup on pourrait être sollicité pour de l'exploitation sexuelle par le biais d'une autre association qui va travailler sur d'autres formes d'exploitation. Et enfin, on a tout ce qui va être nos équipes terrain. Donc on a, je vous disais, des équipes terrain à Calais, Ouagadougou et Madagascar où là, il y a des situations qui se présentent aux travailleurs sociaux et qui peuvent être des situations sur lesquelles ensuite on fait de l'accompagnement individuel. Alors on suppose que les victimes de traite, notamment quand elles sont mineures, elles vont porter avec elles des séquelles toute leur vie ensuite de tels traitements. Pourrais-tu nous parler un peu plus en détail de l'impact de la traite sur les victimes ? Les impacts sur les victimes, notamment mineures de la traite, sont vraiment multiples. On va avoir des impacts au niveau physique, donc ce sera souvent des personnes qui auront vécu des privations, qui auraient été soumises à des privations, à des absences de soins, qui vont, notamment dans le cas de l'exploitation sexuelle, avoir des problèmes gynécologiques qui auront été non traités. Donc les problématiques physiques et médicales sont vraiment importantes. Ensuite, l'impact, il sera également psychologique, donc on va retrouver tout ce qui est syndrome et symptômes du psychotraumatisme. Les impacts, ils seront également présents au niveau des liens sociaux et affectifs. Donc, pour un enfant particulièrement, la situation d'exploitation va donner lieu au fait que ces liens avec l'adulte vont être des liens toxiques. Donc, ce lien qu'il aura comme exemple avec l'adulte sera un lien plutôt néfaste pour lui. En matière sociale également, on verra que le mineur va être particulièrement isolé dans cette même logique de pas de personne à qui faire confiance, pas de personne à qui expliquer la situation. Donc ça va le mettre en situation d'isolement. En termes affectifs aussi, on va retrouver des situations où les mineurs vont être en situation de conflit de loyauté. C'est-à-dire que vu que l'auteur des faits peut être la famille impliquée dans la situation, la famille ou un autre proche, il y aura un conflit de loyauté à venir dénoncer la situation, à venir appeler à l'aide, parce qu'on risque de mettre en difficulté l'auteur qui est en fait une personne que l'on connaît. Très bien. Et j'aurais une dernière question pour toi, Anouk. Comment, selon toi, pourrait-on mieux prévenir et mieux lutter contre la traite des mineurs ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs outils sur lesquels on pourrait travailler et on travaille déjà. Il va y avoir tout d'abord la lutte contre la demande de services, la demande et l'utilisation de services des victimes de traite. Donc, dans les cas d'exploitation sexuelle, je pense particulièrement aux clients de la prostitution, mais on pourrait élargir ça aux autres formes de traite également. Donc dans la lutte contre cette demande, il va y avoir la sensibilisation par exemple des consommateurs et la pénalisation des usagers dans certaines situations. Ensuite, d'autres façons de prévenir la traite, ça va être de donner aux enfants des outils d'autoprotection, de les sensibiliser pour les apprendre à repérer ces risques-là également et notamment les risques liés au contexte en ligne, sur lequel ils peuvent être particulièrement vulnérables. Il faudra également prendre en compte les différentes vulnérabilités des enfants à risque. Donc ça va être les enfants qui ont particulièrement grandi dans des familles dysfonctionnantes, les enfants qui sont en situation de besoin économique ou bien les enfants en situation de migration. Donc faire particulièrement attention à ce type de situation-là. Et de manière plus générale, plus macro, j'ai envie de dire, une sensibilisation de la société civile et la formation des professionnels nous semble absolument nécessaire pour faire mieux connaître cette problématique et permettre à la société civile et aux professionnels de reconnaître un mineur en situation de traite et d'être en mesure de signaler cette situation au parquet. Que ce n'est qu'avec les signalements que le parquet peut ensuite se saisir des affaires et entamer des poursuites et aussi proposer des mesures de protection pour l'enfant. Et enfin, un dernier outil, à mon sens, pour faire diminuer la traite des enfants, ce serait d'avoir des centres dédiés de mise à l'abri pour justement les sortir effectivement de leur situation de traite grâce à un accompagnement global, par exemple, comprenant un accompagnement médical, psychologique, juridique et social. Bonjour Noémie, pourrais-tu te présenter ?
Donc, je m'appelle Noémie Saïdi-Cotier, je suis avocate au barreau de Paris. Donc, je viens de fêter mes 10 ans de bar. Donc, c'est un bel anniversaire. Voilà, j'interviens en droit pénal exclusivement, que ce soit en défense ou du côté des victimes. Voilà, je suis également membre de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, secrétaire générale de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, ce dont je suis très fière et honorée. Je suis aussi une maman de jeunes enfants. Voilà, j'ai un cabinet avec 2 avocates collaboratrices et donc qui travaillent avec moi sur les dossiers de l'Alliance. Tu as travaillé sur 2 dossiers relatifs à l'exploitation sexuelle des mineurs en accompagnant l'association ECPAT. Peux-tu nous évoquer brièvement ces 2 dossiers ? Avec l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec ECPAT. Donc vous avez entendu tout à l'heure un petit peu l'étendue du travail dans les dossiers de traite. En ce qui me concerne, j'ai pu travailler sur 2 dossiers où la traite a été retenue. Donc je vais les expliquer un petit peu rapidement. Le premier, c'est une affaire qui a quand même pas mal fait parler dans la presse, l'affaire des Authentic Sisters. C'est le groupe, c'est le nom d'un groupe de femmes maquerelles dans le cadre d'une traite des mineurs, d'une traite des êtres humains d'ailleurs nigériane. Alors là, les raisons pour lesquelles ECPAT s'est constitué partie civile et était présent au procès, c'est parce qu'il y avait selon nous une vraie difficulté procédurale dans cette affaire. Donc c'est une affaire d'ampleur. C'est pour ça qu'elle a fait parler, parce que finalement la traite des êtres humains nigérianes, elle peut paraître un peu banale, c'est un peu toujours la même chose. Mais là, il y avait 16 prévenus de mémoire, dont 11 femmes et une 50aine de victimes identifiées. Donc tout ça pour dire que c'est un gros réseau. C'était vraiment une affaire d'ampleur internationale et on organisé, c'était une grosse affaire. Et il y a une décision du parquet qui a été de déqualifier cette affaire, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée au tribunal correctionnel en dépit de la gravité des faits, parce qu'on a nié la minorité de certaines des victimes, et dont une qui est venue témoigner à la barre. On a décidé que c'était une traite qui était aggravée parce qu'il y avait une pluralité de victimes et d'auteurs, mais on a fait comme si toutes les victimes étaient majeures. De fait, ECPAT, qui est en charge et qui est très encline à travailler sur la question de la traite des mineurs, a estimé que sa présence était nécessaire pour rappeler que en fait c'est de plus en plus les victimes sont de plus en plus jeunes dans les questions de traite des mineurs, et pourquoi c'est assez cynique, c'est assez compliqué de faire quand on n'a pas de papier pour les femmes, c'est plus compliqué de passer sans papier à la frontière, parce qu'on peut se douter qu'elles viennent pour de la prostitution. Quand c'est une enfant de 10, 12, 13, 14 ans, on peut estimer qu'elle vient pour d'autres raisons. Donc on va maquiller l'âge de ces filles, donc elles peuvent venir plus facilement sur le territoire. Donc finalement, les victimes sont de plus en plus jeunes. Donc dans cette affaire-là, les condamnations ont été très sévères, puisque 2 des femmes maquerelles ont été condamnées à la peine maximum, 10 ans de prison, et c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, elles n'avaient pas de casier judiciaire, et les amendes c'était aussi plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'était une affaire qui était importante, et l'association ECPAT a vu sa constitution de partie civile rejetée en disant il n'y a pas de mineurs, ce qui était quand même assez absurde. Voilà, ça c'est le premier dossier. Pour moi, en tant qu'avocate, si je dois donner mon ressenti, c'était la première fois que j'étais sur un dossier de traite des êtres humains de cette envergure, et c'était sordide. C'est-à-dire que ce qu'on entendait de ce dossier, c'est vraiment ce qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est-à-dire des jeunes femmes qui sont avortées de force, quand elles sont vierges, on va les violer comme ça, il n'y a plus de problème, qui se retrouvent littéralement au bois. Enfin, c'est absolument sordide et bouleversant. Donc ça démontre bien en fait quiconque s'intéresse à la traite devrait aller dans une juridiction, soit au tribunal, soit à la cour d'assises, pour voir un petit peu ce que c'est et se rendre compte du phénomène qui est à quelques kilomètres d'ici, quoi. Donc, et le second dossier de traite des êtres humains, des traites des mineurs, là, elle était reconnue, sur lequel j'ai pu travailler et représenter ECPAT. C'était une affaire tout aussi sordide à la cour d'assises de Paris entre le 25 novembre et le 6 décembre 2019. Alors, Authentic Sisters, c'était en mai 2018. Donc voilà, donc 1 an et demi après à peu près. Et là, il y a une jeune fille qui a dénoncé un réseau de traite des êtres humains, et elle avait 10 ans quand elle est arrivée en France. Donc son surnom c'était Smolly ou Baby. Elle était au bois de Vincennes, en train de travailler. Donc voilà, donc c'est ça. Là, c'était évidemment la cour d'assises, parce qu'on ne pouvait pas non plus nier la minorité de cette jeune fille qui a pris tous les risques pour dénoncer le réseau. Un réseau, bon là, c'était une dizaine d'accusés. Les peines sont deux femmes ont été condamnées à 12 ans de prison dans cette affaire.
Voilà, après c'était à peu près les mêmes éléments que dans l'autre affaire, sauf que cette fois-ci on n'a pas eu se battre pour que les constitutions de partie civile soient accueillies, puisque toutes les circonstances aggravantes, c'est-à-dire la pluralité de victimes, d'auteurs et la minorité bien évidemment ont été retenues. Donc voilà, parce que selon, ça on discutera après, mais selon l'âge des victimes, il y a un peu une gradation au niveau des peines encourues et donc de la juridiction compétente. Sur la question des dommages et intérêts, tu as récemment écrit une note sur les possibilités d'indemnisation des victimes étrangères devant les tribunaux français pour l'association ECPAT. Qu'en est-il ressorti ? La réponse, elle est assez simple, c'est si je suis victime française d'un ressortissant français qui a commis un crime en France, aucune difficulté, je peux obtenir de l'argent de la CIVI. Une petite aparté ici, la CIVI est l'acronyme de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui est une juridiction spécialisée présente dans chaque tribunal judiciaire et dont le rôle est de faciliter l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. On peut y recourir notamment en cas d'agression ou d'accident subi à l'étranger et afin d'obtenir une réparation intégrale des préjudices subis sans conditions liées à l'identification de l'auteur ou encore à sa solvabilité. Si je suis une victime française d'un ressortissant français qui a commis un crime à l'étranger, je peux également être indemnisée par la CIVI. En revanche, si je suis une victime étrangère qui donc a été victime d'un Français qui a commis des actes à l'étranger, je ne peux pas demander d'argent à la CIVI. Voilà, mais en tout cas, cette note nous a permis de voir que, à l'heure actuelle, la CIVI ne prend pas en charge les victimes étrangères de ressortissants français pour des crimes commis à l'étranger. Et comment être certain et certaine que les victimes mineures soient indemnisées une fois que la décision positive a été rendue et que l'argent leur soit finalement versé ? Ce qu'on se disait, parce que surtout 3, 4, 5, 10 000 euros, si c'est un viol, ça peut paraître pas énorme en France, évidemment, c'est dans un pays où les personnes sont extrêmement vulnérables et où il y a vraiment pas d'argent, ça peut être des sommes vraiment importantes qui peuvent changer, je vais pas dire la vie, mais qui peuvent permettre des études supérieures, qui peuvent permettre d'acheter un appartement, enfin c'est quand même des vraies sommes. Il se pose évidemment la question de savoir, à partir du moment où on leur verse l'argent, si jamais l'auteur reconnu coupable est solvable et qui paye spontanément, l'argent jusqu'à leurs 18 ans, il vaudrait mieux qu'il soit bloqué. Après, par qui leur fait le versement, parce qu'avec toutes les normes Tracfin, donc ça c'est une galère pas possible, et c'est dans un deuxième temps, quand là il y aurait l'argent. Mais ce qu'il faudrait, c'est effectivement, là, nous dans notre affaire, la plupart des enfants étaient orphelins, c'était des enfants des rues, qui étaient à l'orphelinat et scolarisés dans une super école qui les prenait en charge. Ils ont un tuteur légal qui pourrait peut-être gérer cet argent, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué à partir du moment où l'argent leur est versé, à partir de quel âge ils le touchent, parce que s'ils sont mineurs et dans la situation dans laquelle ils sont, il est très possible que des adultes viennent bénéficier de l'argent qui leur revient parce qu'ils ont été victimes directes. Donc c'est des vraies questions et ECPAT travaille beaucoup dessus, quoi. Donc nous on n'est que les vecteurs et on fait les recherches juridiques, mais c'est pas du tout idiot comme question et c'est vrai que il est très probable que si on leur donne comme ça, on leur envoie de l'argent, ils disparaissent. Donc tout ça pour rien. Anouk l'a déjà bien abordé, mais aurais-tu des éléments à ajouter sur le cadre juridique national et international qui existe pour la condamnation de faits de traite à l'égard des mineurs? Alors, donc je vais reprendre rapidement parce que c'est vrai qu'Anouk a tout très bien expliqué de manière extrêmement pédagogique et rigoureuse. Simplement, l'état du droit français concernant la traite des mineurs qui nous occupe notre discussion aujourd'hui. Donc, il y a l'article 225.4.1 du Code pénal qui définit la traite des êtres humains et dans sa deuxième partie, celle des mineurs et qui donc, je vais pas la redéfinir parce qu'elle a été bien définie. Simplement, quand on n'a affaire à un mineur, la peine encourue est plus lourde puisqu'elle est de 10 ans de prison et de 1,5 million d'amende. Il n'est pas nécessaire de démontrer un des moyens d'exploitation et les fins d'exploitation, les buts sont les mêmes. Voilà, donc finalement, on protège davantage les mineurs et c'est normal, ils sont plus vulnérables et il est plus facile de qualifier la traite dans ce cadre-là, ce qui paraît tout à fait logique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que ça, c'est les textes français, c'est le droit positif. On a aussi donc cette loi, elle date de 2013, c'est la transposition de la directive dont a parlé tout à l'heure Anouk, de 2011,
qui a demandé à tous les pays de l'Union européenne d'avoir une législation qui soit uniformisée sur cette question-là, puisqu'on a dans l'idée aussi que la traite, peut-être, elle n'est pas seulement ça, mais un phénomène transfrontalier ou transnational. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose de cohérent. La différence alors après, évidemment, la traite, la peine encourue va être plus lourde selon qu'il y a ou non des circonstances aggravantes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des 2 dossiers pour lesquels j'ai pu travailler pour ECPAT. Par exemple, si la traite des mineurs, c'est une situation de traite, s'il va y avoir en plus une circonstance aggravante, ça va être 15 ans de prison. S'il y a des actes de torture et de barbarie, ça va être davantage encore. Donc on va aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a aussi des conventions internationales, mais je crois qu'Anouk les a rappelées. Il y a la CID, il y a la Convention de New York, il y a le protocole additionnel qui concerne ces questions-là. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui préoccupe partout. C'est pas simplement en France. Il y a de la traite interne aussi. Il y a une circulaire qui dit aux magistrats comment il faut appliquer la traite et qui est pas du tout, enfin à mon sens, je vais rentrer dans le vif du sujet et critiquer un petit peu ce qui se passe aussi, mais qui est pas bien appliqué. L'intérêt réel de la qualification de traite, et parce qu'après je vais faire le parallèle avec le proxénétisme, c'est que la qualification de traite, elle va entraîner pour les victimes des garanties. C'est-à-dire que un mineur victime de traite, il doit être protégé. Si la qualification de traite est posée, il doit être protégé, et ça a tout son intérêt. Par exemple, pour des mineurs isolés qui sont sans papier, ce qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés. La pratique française des tribunaux, des juges, tous, c'est déjà de dire mais vous n'êtes pas mineur, et de contester la minorité sur rien, et de faire un contrôle des papiers, de dire c'est un faux, et on va faire les empreintes et des tests osseux, enfin voilà, ce qui est quand même pas le sens de la loi. Or, si jamais on pense, il y a une plainte pour de la traite, des faits de traite, là, il va y avoir un principe qui doit être intangible, c'est la présomption de minorité. Si on a un doute, au lieu d'aller vérifier, il est victime de traite ou il est victime de traite, on la protège. Donc ça, c'est déjà essentiel. Et c'est ce pourquoi, à mon avis, parfois, toujours pour des raisons de politique pénale, certains magistrats vont privilégier une autre qualification que la traite. Parce qu'il y a de facto une obligation, normalement, de protection. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, si un mineur a été contraint à commettre une infraction parce que victime de traite, normalement, la traite des mineurs, si elle est reconnue, elle doit faire en sorte, il y a un principe de non-poursuite des mineurs forcés à commettre une infraction dans le cadre d'une traite. Et là encore, aller expliquer à un magistrat qu'on ne doit pas punir, envoyer en prison un mineur qui a piqué le téléphone de quelqu'un dans le métro parce qu'il était forcé à le faire et qu'à la fin il doit rendre des comptes, c'est pas conforme à la politique pénale, en tout cas actuellement à Paris, parce que les juges disent ouais, mais nous comment on fait, on va pas laisser non plus proliférer cette délinquance organisée. Donc voilà. Donc l'intérêt de pouvoir reconnaître la traite, c'est d'abord celui-ci, parce que c'est un régime qui va protéger les victimes à plein de niveaux et à plein d'égards, et aussi parce que certaines législations ne reconnaissent pas le proxénétisme, ou en tout cas le proxénétisme en France il est très sévèrement puni, c'est ce que je vais vous dire après, et c'est ce qu'on voit nous devant les juridictions. Il y a certains États européens ou d'autres pays où le proxénétisme n'est pas incriminé, ou beaucoup moins. Or, en tout cas en Europe, avec l'uniformisation de la traite, comme c'était une obligation, il y a une transposition qui était obligatoire de la directive de 2011 européenne, tous les États de l'Union ont dû la transposer et en justifier. Et on sait, quand on est sur des phénomènes transfrontaliers, on sait que, au moins si on est sur la traite, pour une enquête qui va être une coopération internationale ou européenne, la traite elle existe partout, et elle est partout réprimée. Donc ça va être utile. Le proxénétisme, et surtout le proxénétisme aggravé, si on parle de mineurs, en France, les magistrats, ils sont davantage enclins à aller sur le proxénétisme qu'ils connaissent. C'est plus, je pense, réconfortant, ou en tout cas rassurant d'aller sur des choses qu'on connaît depuis longtemps, puisque finalement la traite, ce dont on s'est rendu compte avec le projet REACT dont parlait tout à l'heure Anouk, c'est qu'elle est assez mal connue des praticiens de manière générale, des magistrats, qui donc la reconnaissent, sont assez tatillons à la reconnaître, et puis aussi les policiers, les enquêteurs. Si on la connaît mal, cette notion, elle est un peu compliquée. Et puis, il va y avoir une superposition. Du proxénétisme peut être de la traite et inversement. Et puis, le proxénétisme permet déjà, de toute façon, de condamner. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut très bien avoir un cumul. On peut aller sur les deux infractions.
ce qui est pas non plus forcément su par les magistrats, et donc c'est un intérêt en termes de protection, et aussi parce que comme ça tout y est, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'une des infractions et de l'autre. Une incohérence, donc dernièrement en avril, je crois le 20, mais j'ai envie de dire une connerie, avril 2021, il y a eu la loi renforçant les droits des victimes de violences sexuelles et de l'inceste, qui a fait beaucoup parler puisque c'était là qu'il y avait la question du consentement, de l'âge du consentement, et qui est venue renforcer le droit des victimes, et donc en gros, pour caricaturer un petit peu, rendre plus sévère le droit existant, et un petit peu sur les questions de prescription, changer les choses. Et depuis, et ça c'est à mon avis une incohérence de la loi, donc si le proxénétisme est contre un mineur de moins de 15 ans, un mineur de 15 ans, c'est puni de 20 ans. Là où la traite des mineurs est punie de 10, voire de 15 s'il y a des circonstances aggravantes. Donc on voit quand même que finalement, là, dans cette circonstance-là, alors même que ça pourrait être la même chose, en tout cas, le proxénétisme peut être une des fins d'exploitation de la traite. Finalement, si on choisit ou si le magistrat va sur le proxénétisme aggravé sur un mineur de 15 ans, la peine encourue est plus lourde. Donc, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait un correctif? En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, a suscité mon interrogation, parce que je me dis que c'était pas très logique. Ok, donc il semble qu'il y ait quand même un cadre assez complet sur cette question de la traite. Est-ce que toi, tu as pu identifier des carences particulières du droit français sur ces questions-là, dans le cadre de dossiers que tu as pu accompagner, notamment avec ECPAT, et qui t'auraient amené à penser des pistes d'amélioration pour mieux défendre et mieux protéger les mineurs victimes de traite? Une carence, oui, indéniablement. C'est-à-dire que quand on est sur un phénomène, dans les dossiers que j'ai évoqués, la traite des êtres humains, et quand c'est de la traite nigériane et que c'est de la prostitution, celle qu'on voit au bois, celle qu'on voit à Châteaurouge, enfin tout ça, c'est finalement identifié, ça l'a été une fois, c'est identifié. Il y a d'autres formes de traite qui sont connues des magistrats et donc qui sont facilement acceptables pour eux. Après, tout ce qui va être des questions de traite interne, en France, sur des victimes françaises, de réseaux français, ou même pas de réseau, mais de une, deux personnes, puisque finalement, si on prend la définition de la traite, et Anouk l'a très bien rappelé, il n'est pas nécessaire que ce soit transfrontalier, il n'est pas nécessaire que ce soit des groupes mafieux, il n'est pas nécessaire qu'il y ait 15 victimes, 20, 30 ou 50, et qu'il y ait plusieurs auteurs. Donc cette idée un peu communément admise que la traite des êtres humains, il faut que ce soit un système mafieux, c'est hyper lourd, c'est pas le cas. La loi n'a pas dit ça. Et quand nous, on va aller essayer et parce que parfois on a un intérêt à le faire au-delà du fait que c'est la loi, de dire là il faudrait reconnaître la traite, soit parce qu'on a besoin que le mineur soit protégé, ce qui arrive, soit parce qu'on estime que de toute façon il existe cet article dans le code et qu'il faut aller dessus, puis qu'en plus un cumul est possible au moment de la qualification. Après ça veut dire que la peine va être doublée, c'est pas du tout ça l'intérêt. Je suis avocate pénaliste, mon idée c'est pas que les gens ils se prennent des peines doubles et qu'on respecte pas leurs droits, mais c'est aussi que la loi soit respectée. Et ce dont on se rend compte, c'est quand c'est des situations de traite interne, donc de proxénétisme, ça peut être celui de cité ou alors il n'y a pas que dans les cités d'ailleurs, il y a aussi dans le centre de Paris, mais enfin bon, de jeunes filles qui vont se prostituer avec l'aide des réseaux sociaux, souvent, le phénomène il a explosé pendant le Covid. Là, c'est quasi mission impossible de faire reconnaître une situation de traite par un magistrat, et parfois ça a un intérêt. Par exemple, je prends l'exemple d'un dossier dont j'ai eu à connaître, une jeune fille qui, 11-12 ans, est dans un foyer de l'ASE, qu'on va inciter ou qui va commencer à se prostituer. Elle a pas l'idée toute seule, on lui soumet l'idée, et elle va le faire donc avec des réseaux connus, Internet, des hôtels, des Airbnb. Et puis finalement, elle gagne beaucoup d'argent et elle va dire à ses copines du foyer 2 ou 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, vous savez, moi je suis escorte, moi je gagne de l'argent, je gagne 2000 €, j'ai pu m'acheter tel sac à main. Et donc ses copines vont le faire aussi. On a eu un dossier où les copines toutes nouvelles étaient elles considérées comme victimes dans la procédure, et celle qui leur avait dit moi je fais ça, vous pourriez faire ça, c'était une jeune fille qui avait subi toutes les atrocités sexuelles possibles quand elle était elle enfant par des membres de sa famille, donc inceste, qui était hyper touchante. Mais elle avait à répondre de proxénétisme, puisqu'on lui disait qu'elle avait entraîné. Et nous, ce qu'on disait au juge, c'est mais cette fille-là, qui a aujourd'hui 13 ans, qui elle-même est d'abord une victime, elle est dans un réseau, puisqu'elle a un proxénète. Donc, si on reconnaît la traite, vu qu'elle a été, elle,
contrainte de commettre une infraction, même si elle a commis l'infraction de proxénétisme en proposant à ses copines, elle prenait pas d'argent sur les passes de ses copines non plus. Donc, le juge d'instruction a estimé que non, qu'on n'était pas dans de la traite. Donc c'est pour ça que les pistes d'amélioration, c'est quoi? C'est d'en parler, de former les magistrats. Je dis pas que les magistrats, ils sont nuls, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que, parfois les normes européennes, le droit de l'Union, les magistrats, alors que c'est quand même une norme supérieure au droit positif, ils ont pas envie de l'entendre. Et finalement, c'est quoi le recours? La justice est tellement longue qu'on va dire nous on va contester cette décision, on va faire, et puis pendant ce temps-là, le mineur il grandit et les choses. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout une question de formation, d'intérêt, de connaissance, que les acteurs de cette justice-là soient formés. Et aussi il y a aussi une question de politique pénale. Le proxénétisme aggravé, on a augmenté les peines. Si on est proxénète de quelqu'un qui a 15 ans ou moins, c'est 20 ans de prison. Pourquoi sur de la traite c'est pas le cas? Pourquoi c'est 10? Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Je pense qu'il y a des impératifs de politique pénale, c'est aussi ce que décide un gouvernement à un moment T, une certaine forme de méconnaissance, et puis aussi à nous les avocats. Moi je peux me plaindre que c'est pas appliqué, mais j'ai qu'à le plaider mieux, davantage, plus, donner les textes. Après parfois ça marche pas, mais voilà. Merci Noémie. On en vient maintenant à la question signature, qui est de demander quelles ont été tes motivations, personnelles ou professionnelles, pour traiter ce type de cas par la pratique du pro bono. C'est une question très intéressante et personnelle. Moi, je suis avocate, je vous l'ai dit, depuis 10 ans, donc depuis 2012. Et au début de mon exercice professionnel, j'adore ce que je fais. Je trouve que j'ai la chance de faire un métier que j'adore, et c'est un métier passion aussi. Et j'ai défendu beaucoup. J'étais surtout en défense, en pénal. Alors je dis souvent que les personnes qui se retrouvent dans un box, dans une cour d'assises ou dans un tribunal, c'est souvent aussi des victimes de la société, mais dans les dossiers, en tout cas, c'était davantage des mises en cause. Voilà, et donc sur des faits, je sais pas, de trafic de stup, de braquage, enfin des délinquances de droit commun. Et je crois que j'étais enceinte 2016-2017, j'ai rencontré des avocats qui m'ont parlé de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire du pro bono dans des dossiers où finalement on fait son travail avec des clients qu'on aime bien, c'est parfois déchirant, douloureux ou pas, mais en tout cas c'est vrai qu'avec l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, j'ai eu le sentiment aussi de faire des choses de manière totalement désintéressée, donc des choses qui m'intéressaient tout particulièrement, parce que si on décide de le faire, c'est qu'on a envie de le faire, pour des ONG, pour donc derrière des personnes qui en avaient vraiment besoin. Et donc c'est un engagement qui, je pense, fait aussi partie de celui de l'avocat de manière générale, de défendre des personnes ou des causes de manière désintéressée, d'avoir le sentiment aussi, au-delà de l'exercice habituel, qui est de défendre des gens qui sont parfois coupables, qui font quand même pas mal de conneries, de défendre aussi des gens qui font des choses particulièrement bien, qui, pour les ONG, font des choses pour les autres, et de me permettre aussi d'aller sur des sujets droits de l'homme que je maîtrisais moins, donc d'avoir de nouvelles perspectives dans mon exercice professionnel, de rencontrer des confrères hyper engagés, hyper intéressants, de faire de la défense collective ou d'équipe, mais sur des sujets plus internationaux. Donc voilà, en tout cas, la motivation, elle est là, c'est hyper intéressant, c'est des rencontres, c'est aussi, on rentre chez soi, on se dit, j'ai fait un truc bien aujourd'hui, et je l'ai fait en plus même pas pour l'argent, et ça permet une ouverture supplémentaire, en plus on apprend des choses, donc c'est cool aussi. On fréquente des confrères qui sont dans des très gros cabinets, dans des très petits cabinets, qui font d'autres choses. Je me suis fait, moi, des vrais amis qui comptent à l'Alliance, donc voilà. Ça n'a rien à voir avec la traite des êtres humains, mais c'est la pratique du pro bono, c'est quelque chose, c'est des avocats m'entendent, et c'est extrêmement intéressant, enrichissant et valorisant de le faire. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la thématique de la traite des mineurs. Nous remercions encore une fois chaleureusement Madame Anouk Legrand-Lescure et Maître Noémie Sadi-Cotier pour leur participation, qui nous ont toutes deux éclairé sur le cadre juridique existant en matière de traite et sur les solutions existantes pour mieux protéger les victimes et lutter contre ce phénomène. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur les intervenantes dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités. À très vite pour un prochain épisode.